Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus à notre chaîne YouTube sur les finances saines pour tous, dont le but est de partager de l'information avec des entrepreneurs en vue de les aider à améliorer les finances de leur entreprise. Nous avons présenté dans un premier temps les facteurs de succès et les pièges à éviter par les entrepreneurs. Le sujet que nous avons choisi aujourd'hui concerne le plan d'affaires. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Parce que plusieurs entrepreneurs pense à tort ou à raison que le plan d'affaires, c'est une caprice des bailleurs de fonds. Avant d'arriver à ces conclusions, il faut se dire, on parle du plan d'affaires. Le titre, c'est le plan d'affaires, donc c'est un plan pour faire nos affaires. Nous allons essayer de parcourir le contenu de ce qui est considéré comme plan pour faire nos affaires, pour vous permettre d'arriver à la conclusion si oui ou non c'est vraiment une caprice des bailleurs de fonds. Nous allons segmenter cette présentation en 3 sections. La première, ce sera de vous présenter un sommaire du plan d'affaires. C'est un document qui peut tenir sur une page, maximum 2. Dans un second temps, nous allons présenter le détail du plan d'affaires et nous allons finir probablement dans une autre vidéo sur le plan financier, qui est le document qui permet de savoir ou d'estimer ou de prévoir la rentabilité ou non du projet qu'on a mis en place ou qu'on a envie de mettre en place. Donc, très rapidement, nous allons commencer aujourd'hui par le sommaire du plan d'affaires. Comme je l'ai dit, c'est un document qui peut tenir sur 1 ou 2 pages. C'est quoi son contenu? Dans un premier temps, le sommaire doit présenter l'objectif du projet. Quand on parle d'objectif du projet, c'est qu'il faut décrire sommairement c'est quoi le projet. Il faut expliquer l'occasion d'affaires qu'on veut saisir à travers ce projet. Il faut présenter les échéanciers et les objectifs de revenus qu'on prévoit pour le projet qu'on veut lancer. La deuxième section de ce sommaire-là, c'est la description de l'entreprise. Il faut expliquer quelles sont les solutions qu'on veut offrir aux clients. Il faut expliquer aussi le rapport de l'entreprise avec le marché actuellement, parce que la solution qu'on veut offrir, c'est probablement une solution qui existait déjà. Mais si on décide d'offrir une solution déjà existante, il faut expliquer qu'est-ce qu'on veut apporter de façon particulière au marché. Est-ce qu'on est leader dans le marché ou on est tout nouveau, en fait, dernier dans le marché? Il faut expliquer c'est quoi sa position à l'intérieur du marché actuel. L'autre élément qui est important à présenter dans la description de l'entreprise, lorsqu'on parle essentiellement du sommaire, c'est les principales initiatives de l'entreprise. Je l'ai dit tantôt, il faut expliquer c'est quoi les avantages concurrentiels qu'on va apporter à un produit ou à un service déjà existant. Parce que si on veut offrir exactement la même chose, il y a des chances que le projet n'ait pas de particularité ou que le projet ne soit pas attractif à première vue. Il faut indiquer la localisation de l'entreprise parce que la localisation permettra à nous-mêmes et puis aux bailleurs de fonds éventuels de savoir si la cible qui est recherchée est disponible dans notre secteur, dans notre localisation. Parce que quand on a un produit, quand on a un service, c'est qu'on vise un marché spécifique, mais est-ce que ce marché spécifique-là est disponible dans notre localisation? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, on a la possibilité de se situer dans un pays et puis d'offrir le service ou le produit dans un autre pays. Mais c'est toujours important de savoir où est-ce qu'on est situé et pour faciliter la compréhension du projet à toute autre personne, que ce soit le bailleur de fonds ou soi-même. Autre élément important, c'est qu'il faut dire dans un sommaire depuis combien de temps on est en activité. Parce que lorsqu'on est déjà en activité, il y a des éléments qu'on a intégrés, qu'on avait considérés comme hypothèse au départ, et au fil du temps, on se rend compte que ces éléments-là, il faut les ajuster. Donc, le temps en activité permettra à la personne
qui vous écoute par rapport à votre projet. Ça peut être un bailleur de fonds, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance. La personne qui vous écoute et qui lit le sommet de votre projet, de savoir est-ce que c'est quelque chose qui part de zéro ou alors ça fait 6 mois, 1 an que vous êtes déjà en activité. Donc, ça donnera une meilleure appréciation du document, du contenu du document. Et dernier élément dans la description de l'entreprise, c'est pour ça qu'il est important de préciser depuis combien de temps on est en activité, c'est les changements qu'on a observés depuis qu'on est en activité. Parce qu'on peut aussi faire un plan d'affaires avant de démarrer l'activité, mais de plus en plus, les bailleurs de fonds aimeraient avoir des plans d'affaires des entreprises ou aimeraient financer des entreprises qui sont en activité depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an. En fonction du bailleur de fonds, il peut avoir une exigence en termes de durée de fonctionnement de l'entreprise. Parce qu'avec cette durée de fonctionnement, il y a des observations qui ont été faites, il y a probablement des actions qui ont été mises en place pour pouvoir faire des ajustements en fonction des réalités qui ont été constatées. Parce que partir des zéros, c'est sûr qu'on peut, à la limite, écrire n'importe quoi sur un document. La troisième section du sommaire, c'est sur les produits et services qu'on veut vendre. Et il est important aussi de partir sur des hypothèses et d'estimer les revenus qu'on espère avoir par rapport à chaque catégorie de produits ou de services à offrir. On peut avoir un service, on peut avoir 2, 3 services à offrir, mais c'est de partir sur des estimés et puis établir des hypothèses sur le volume d'activité, sur le chiffre qu'on veut obtenir par rapport à chacun des produits. Si l'activité est déjà en cours, on peut faire des ajustements par rapport aux revenus qu'on a eu pendant les 2, 3, 6 premiers mois et faire une projection sur 1 an, sur 2 ans. Quand on part de zéro, c'est clair que on peut mettre des chiffres approximatifs, mais il est important de noter que ces chiffres approximatifs qu'on a mis à la base, il faudra les ajuster au fil du temps. Autre élément, c'est le besoin en financement. On va y revenir parce que dans le sommaire, on va indiquer c'est quoi le besoin, le montant dont on a besoin pour pouvoir optimiser, améliorer son activité. Et dans ce besoin en financement-là, il faut indiquer c'est quoi le niveau des ventes actuelles. C'est pour ça qu'il est important d'avoir démarré. De toute façon, je l'ai dit tantôt, certains bailleurs de fonds exigent que l'activité ait déjà démarré pendant une certaine période. Donc, pendant cette période-là, il faut indiquer le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Il faut indiquer le montant des besoins financiers qu'on souhaiterait avoir et surtout indiquer la façon dont ce besoin-là sera utilisé. Donc, j'ai dit, on va revenir sur le besoin financier parce qu'il ne suffit pas tout simplement de mettre des chiffres hasardeux dans un document parce que la personne qui lit le sommaire, il pourra revenir par la suite vous poser des questions sur les détails et savoir comment est-ce que vous avez établi ces chiffres-là. Comment est-ce que vous êtes arrivé à un montant de 20 000, de 50 000 dollars? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin des actifs? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'un fonds de roulement? Si vous avez besoin d'un fonds de roulement, comment est-ce que ce fonds de roulement a été calculé? Donc, tous ces éléments-là, on a besoin de les structurer dans le plan financier prévisionnel pour être capable de donner un chiffre et être capable de défendre le chiffre qui a été présenté. L'autre élément qu'il faut intégrer dans le sommaire, ce sont les personnes clés. On l'a dit dans les vidéos précédentes lorsqu'on parlait des facteurs de succès et des pièges à éviter, qu'il fallait identifier les employés clés de l'entreprise et pouvoir les mobiliser. Donc ici, lorsqu'on démarre une entreprise, lorsqu'on fait un plan d'affaires, il faut indiquer quelles sont les personnes clés de l'entreprise. Quand on parle de personnes clés, c'est déjà les dirigeants. Est-ce qu'il y a des conseillers par rapport à l'entreprise? Parce que lorsqu'on crée une entreprise, on peut avoir une expertise technique, mais on n'a pas forcément une expertise en gestion, on n'a pas forcément une expertise en marketing. On peut avoir une expertise technique de production, on peut être un artiste, on peut être un artiste, on peut être spécialiste, on peut être un cuisinier. On a la technique pour faire un travail, mais est-ce qu'on a des
personnes autour qui peuvent nous accompagner avec les autres aspects, avec les autres activités principales de l'entreprise. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, les fonctions achat, les fonctions au-delà de la fonction production, la fonction achat, la fonction vente, la fonction gestion. Est-ce qu'on a des conseillers pour pouvoir nous accompagner par rapport à ces activités connexes pour lesquelles nous n'avons pas forcément une expertise? Il est aussi important d'indiquer c'est quoi l'expérience des dirigeants et des conseillers et c'est quoi leur rapport par rapport à leur expérience et qu'est-ce qu'ils apportent dans des fonctions bien particulières. Surtout, quelles sont les responsabilités actuelles de ces dirigeants ou de ces conseillers de l'entreprise. C'est important parce que la personne qui vous donne un financement éventuel, et puis pour vous-même, c'est important de savoir que si j'ai une problématique sur tel sujet, j'ai quelqu'un à côté qui pourra me donner les conseils sur ces sujets-là. Donc, il est extrêmement important de se poser la question lorsqu'on a un plan d'affaires, de savoir qui peut nous aider sur quel élément. Si on est plusieurs dirigeants, il faut identifier la tâche et la fonction de chacun des dirigeants. Il faut identifier l'expérience de chacun des dirigeants et voir la corrélation avec les différentes activités de l'entreprise. Le dernier élément à indiquer dans un sommaire, c'est l'évaluation des risques et le plan d'urgence. Ça aussi, on l'a dit, lorsqu'on parlait des facteurs de succès et des pièges à éviter, et je pense que ça faisait partie des pièges à éviter, de réagir trop tard et réagir en urgence. Donc, lorsqu'on a évalué les risques de l'entreprise, c'est certain qu'on va, en principe, mettre en place des actions pour pouvoir atténuer ces risques-là. Les risques, c'est quoi? C'est les faiblesses de l'entreprise. Les faiblesses internes, c'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple tout à l'heure, la personne qui est spécialisée, qui est un bon cuisinier, n'est pas forcément un bon gestionnaire. Donc, il faudrait qu'il soit conscient que je suis un bon cuisinier, je ferai de bons repas, mais par contre, tout ce qui est gestion, tout ce qui est négociation avec les fournisseurs, tout ce qui est administration, je ne suis pas bon là-dedans. Donc, identifier ses faiblesses internes, identifier les menaces externes, savoir que lorsqu'on est dans un environnement, lorsqu'on est dans un marché, on a des concurrents. Si le concurrent n'existe pas par rapport à notre environnement actuel, par rapport à notre localisation actuelle, il faudrait que je me pose la question, s'il y a un concurrent qui se présente, qu'est-ce que je ferai? Donc, c'est important d'identifier les faiblesses en interne et les menaces en externe qui pourraient nuire au projet. Il faudrait également, c'est important et c'est encore plus important aujourd'hui qu'hier, identifier la disponibilité ou la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Si on embarque dans un projet, ou alors on va faire l'expansion d'un projet, alors qu'on a de la difficulté à recruter de la main-d'œuvre qualifiée par rapport à ce projet-là, c'est certain qu'on peut être amené à réviser ses ambitions. Donc, il est important de savoir s'il y a de la main-d'œuvre qualifiée par rapport à son domaine d'activité et s'assurer que lorsqu'on recherche le financement ou lorsqu'on veut accroître son activité, qu'on a tous les éléments à portée de main pour pouvoir réussir. Autre élément, c'est de se poser la question, on l'a dit également, on va systématiquement revenir sur les facteurs de succès et les pièges à éviter qui ont été présentés précédemment, parce que ces éléments-là reviennent systématiquement dans les échanges lorsqu'on parle d'entreprise. Le risque de perte de clients. On avait dit, c'est important de ne pas se contenter d'une clientèle limitée, parce que si on a une clientèle extrêmement limitée et qu'on en perd un extrêmement important, c'est sûr que ça peut affecter de façon considérable l'entreprise. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser à la base. Si je perds un client important, qu'est-ce que je fais? Si on a deux clients et qu'il y a un qui représente 80% du chiffre d'affaires, il vaut mieux se dire c'est imprudent d'avoir deux clients avec un qui a 80% du chiffre d'affaires. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser à la base. Ne pas attendre le jour où on a perdu le client qui apporte 80% du chiffre d'affaires pour tomber en panique et commencer à chercher des solutions. L'idée ici, c'est d'identifier le risque et puis d'anticiper. Autre élément important, c'est le changement aux lois et règlements qui peuvent avoir une incidence sur le projet.
Si on embarque dans un projet et qu'on n'est pas au courant des changements à venir dans 2-3 ans, c'est sûr qu'on peut mettre beaucoup d'argent et découvrir un an après qu'il y a des contraintes qui font que l'entreprise ne pourra plus exister. Donc, il faut avoir une veille réglementaire pour s'assurer que les lois et règlements, on pourra être capable de les respecter et éventuellement anticiper sur le respect de ces lois et règlements. Aujourd'hui, les entreprises qui sont dans l'automobile, si on crée une entreprise dans le domaine de la fabrication automobile, c'est sûr que penser uniquement aux énergies fossiles, ça sera probablement un risque parce qu'au fil des années, ces énergies fossiles-là ne seront plus utilisées. Si vous fabriquez uniquement des voitures à essence ou des voitures à gazole, c'est sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, votre activité risque de disparaître parce que tout le monde sera orienté vers l'électrique ou vers l'hybride. Donc, il est important d'être informé, d'avoir une veille réglementaire sur les lois et les règlements à venir et l'impact que ça pourrait avoir sur le projet. Dernier élément, c'est de mettre en place un plan de surveillance. J'ai parlé de veille réglementaire, il faut s'assurer au fur et à mesure que les risques qu'on a identifiés aujourd'hui ne sont pas en train d'évoluer au fil du temps. Parce que si on se contente de l'information qu'on a eue aujourd'hui, l'information peut avoir évolué, il faut qu'on s'assure qu'on est au courant de l'évolution de l'information et qu'on met en place des actions pour atténuer les risques qui ont été ou pour anticiper sur les risques qui pourraient survenir suite aux informations qu'on a obtenues. Et en dernier, il faut avoir un plan pour pouvoir réagir parce qu'il ne suffit pas tout simplement d'identifier les risques potentiels. Il est surtout important de se dire par rapport à chacun des risques qui identifiés, voici le plan d'action que je mettrai en place lorsque ces risques-là surviendront, ou voici le plan d'action que je mets en place pour pouvoir atténuer le risque avant même qu'il ne survienne. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour ce qui concerne le plan d'affaires. Le sommet du plan d'affaires, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on part une entreprise, faire un plan d'affaires, c'est d'abord pour soi-même, parce que tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure ne sont pas des éléments qui sont uniquement spécifiques à un bailleur de fonds. C'est déjà important pour nous-mêmes de nous poser la question de savoir est-ce que mon projet a un marché? Si oui, est-ce que j'ai un avantage concurrentiel par rapport à ce marché existant-là? Est-ce que j'ai des besoins de financement par rapport à mon projet, qui peut être un projet nouveau ou un projet déjà existant? Parce qu'il faut comprendre que le plan d'affaires, on peut l'utiliser pour faire un plan stratégique lorsque l'entreprise est déjà en activité. Le plan stratégique consiste à revenir dans le plan d'affaires et à se reposer les mêmes questions et se projeter sur 2, sur 3 ans ou sur 5 ans. Donc, l'idée, c'est de se dire le plan d'affaires qu'on a établi à la base, basé sur des hypothèses sans aucune réalisation. On peut faire des ajustements au fil du temps pour faire des projections sur 2 ans, sur 3 ans, et on appelle cela un plan stratégique. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons voir un peu en détail le contenu du plan d'affaires et surtout, nous allons insister sur le plan financier qui est le document qui permet d'utiliser les chiffres pour estimer le besoin en financement. Est-ce que c'est un besoin pour des actifs? Est-ce que c'est un besoin pour des fonds de roulement? Et surtout, comment est-ce que ces besoins-là ont été identifiés? Et enfin, à quel moment ce besoin de financement-là sera important? Donc, le budget de caisse permettra en dernier ressort de visualiser à quel moment exact du fonctionnement de l'entreprise on aura besoin de ce financement-là. Si on a besoin de 50 000, ce n'est pas forcément le premier mois qu'on a besoin de 50 000. Dans le budget de caisse, on pourra voir au fil des mois à quel moment on peut avoir besoin de 10 000, à quel autre moment on pourra avoir besoin de 20 000 ou de 30 000 sur le 50 000 total. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si ce sont des choses qui vous parlent ou qui parlent aux personnes qui sont autour de vous, n'hésitez pas à leur partager l'information. Si vous avez des préoccupations ou des questions ou des besoins de clarification, n'hésitez pas à nous faire part et il nous fera plaisir de vous répondre. Merci encore et bonne soirée.